Ce cours est un cours qui va s'intéresser aux interférences avec l'interféromètre de Michelson. Il nécessite d'avoir déjà bien compris les interférences avec sources ponctuelles monochromatiques. Je vous rappelle que ce cours nécessite, pour être correctement utilisé, une prise de notes et la fabrication d'une fiche de cours. Un certain nombre de points délicats nécessitant le dialogue entre professeur et élève ne pourront pas être abordés dans ce cours, donc je vous conseille d'en discuter avec votre professeur. On va donc utiliser l'interféromètre de Michelson dans cette petite vidéo, mais on va l'utiliser d'une manière un petit peu nouvelle. Plutôt que d'utiliser des sources ponctuelles monochromatiques pour être sûr d'avoir des interférences à chaque point de l'espace, on va en fait utiliser des sources étendues qui permettront de voir de nouveaux phénomènes, d'avoir plus de lumière, ou bien alors de permettre de visualiser des propriétés spatiales en certains points particuliers de l'espace. Alors je vous rappelle que l'interféromètre de Michelson est constitué d'une lame semi-transparente et de deux miroirs. Tout un appareillage va entourer le Michelson réel, en particulier une lame supplémentaire, la compensatrice et des systèmes de réglage mécanique. Dans le cours d'optique, on va s'intéresser simplement à un interféromètre idéal, composé seulement de deux miroirs de dimension a priori quelconque et d'une lame semi-transparente d'épaisseur optique nulle. On éclaire l'interféromètre de Michelson avec une source lumineuse et on va observer dans cette direction-là. Pour cette partie du cours, on va en fait considérer que la lumière provenant d'une source étendue possède des propriétés de cohérence qui sont relativement limitées. On va quand même considérer que la source est une source monochromatique dans un premier temps. Mais les ondes provenant ici de la source sont multiples, incohérentes. Ensuite, on ne connaît pas le type de ces ondes, on ne sait pas si c'est des ondes sphériques ou planes. Donc en particulier, on ne pourra pas utiliser les propriétés de stigmatisme des miroirs pour caractériser les ondes de sortie du Michelson. Ces deux propriétés de la source vont faire que les propriétés d'interférence en sortie du Michelson vont être limitées. En particulier, si on prend deux rayons ici au hasard au niveau de l'entrée, on va considérer que les rayons continuent d'exister. Si on prend deux rayons au niveau de l'entrée, on n'est pas sûr que les signaux portés par ces rayons sont cohérents. La seule façon d'être sûr d'obtenir les interférences en sortie, c'est de faire interférer un rayon avec lui-même seulement. Donc on va considérer ici que les signaux portés par deux rayons différents d'entrée sont incohérents. On va s'intéresser dans un premier temps à la configuration lame à face parallèle et on va essayer de regarder comment se placer pour d'une part arriver à faire interférer un rayon avec lui-même en sortie et d'autre part comment faire pour calculer la différence de marche entre ce rayon dédoublé par la lame semi-transparente. Alors pour construire les rayons, on peut utiliser des sources fictives qui permettront d'avoir des points d'appui pour faire le tracé des rayons. Alors, je vais considérer un rayon entrant dans le Michelson et je vais faire intervenir un point S, par exemple intersection entre le rayon et les axes ici du Michelson. Après réflexion sur ce miroir, on peut utiliser ici le symétrique de S pour tracer le rayon réfléchi. Et pour tracer le rayon ensuite qui se réfléchit sur la lame semi-transparente, on peut utiliser ici une source fictive S1 qui permettra de faire le tracé de ce rayon-là. Bien sûr, étant donné que la source maintenant n'est plus une source ponctuelle, maintenant on ne sait même plus si les ondes d'entrée sont des ondes sphériques,
ces sources n'ont pas de signification physique, c'est juste des points qui permettent de faire le tracé derrière. Donc on ne peut pas utiliser ces sources pour, a priori, faire des calculs de différence de marche. Si je m'intéresse à ce qui se passe maintenant sur ce miroir-là, le miroir 2, eh bien, je vais pouvoir aussi utiliser la même chose, des sources fictives pour faire le tracé ici de mes rayons. Bon, les miroirs étant ici orthogonaux, les deux rayons vont ressortir parallèles. Le rayon va interférer avec lui-même, alors on va se retrouver avec des franges qui sont localisées en fait ici sur une surface précise qu'on va déterminer par la suite. Donc les interférences ne sont plus réalisées en chaque point d'un champ d'interférence qui est un volume en sortie du Michelson. Pour tracer le rayon de sortie ici, eh bien on s'aperçoit que la construction est quand même assez longue et fastidieuse. Alors on peut imaginer un système qui permettrait de tracer plus facilement le rayon de sortie, en particulier le rayon bleu. Pour ça, si on prend ici un miroir équivalent, le miroir qui serait l'image du miroir 1 à travers la séparatrice, eh bien, on s'aperçoit que si on trace ici le rayon turquoise, eh bien, ce rayon va avoir les mêmes propriétés de sortie que le rayon bleu. Effectivement, ici, il est confondu avec le rayon violet, et ensuite ici, eh bien, se réfléchissant seulement dans ce miroir image du miroir 1, il va ressortir parallèle au rayon violet et confondu en fait avec le rayon bleu. Donc ce miroir ici fictif va permettre d'avoir le tracé du rayon de sortie identique miroir 1. Deuxième propriété, si on s'intéresse à son longueur optique, ici, suivi par le rayon bleu, eh bien on s'aperçoit, puisqu'on a pris ici le miroir symétrique, que ce segment-là est le même que celui-là en longueur, et que la longueur de ce segment-là va être la même que celui-là. Ensuite, ces rayons se retrouvent confondus. Donc non seulement on obtient le même rayon de sortie avec ce miroir ou avec celui-là, mais ensuite on obtient aussi des trajets optiques qui sont identiques. Ça veut dire que du point de vue de la longueur optique du trajet et du point de vue du tracé des rayons de sortie, utiliser le miroir ici fictif, miroir turquoise, ou utiliser le miroir 1 donne exactement les mêmes résultats. Donc on appellera ça une représentation effectivement équivalente du Michelson. Alors, ici, pour faire le tracé de nos rayons, on n'aura plus besoin d'utiliser en fait la totalité du Michelson. Cette partie-là, en fait, cette partie-là va suffire. Donc on appellera ça un schéma équivalent du Michelson. Il sera équivalent dans le sens où il permet d'obtenir le même rayon de sortie et le même chemin optique. On note ici que, eh bien, effectivement, pour voir les interférences entre ces deux rayons, eh bien, il faudra arriver à trouver un point où ces deux rayons se superposent. Pour ça, il faudra effectivement utiliser une lentille et se placer dans le plan focal image de cette lentille. Un petit conseil pour arriver à montrer l'équivalence entre ce schéma et le Michelson, il est toujours plus intéressant de partir de la fin et de commencer à tracer le schéma équivalent et ensuite reconstruire tout doucement par les tracés de rayons l'interféromètre de Michelson qui va autour. Alors, la figure d'interférence ici va être visible dans le plan focal image d'une lentille. On dira pour ça que la figure est localisée à l'infini. Chaque rayon interférant avec lui-même, effectivement, il n'y a plus besoin de la source ponctuelle pour faire le tracé des rayons sur le schéma équivalent. En fait, on s'aperçoit que ça va tout seul. On a un rayon d'entrée ici, et ensuite on a les deux rayons obtenus en sortie du schéma équivalent, et ensuite intersection avec la lentille. Les interférences sont localisées par le fait qu'elles se retrouvent seulement au niveau de ce plan-là. Si on se place ailleurs,
on n'aura pas ici intersection de ces deux rayons. Éventuellement, on pourra avoir intersection entre le rayon bleu et un autre rayon provenant de la source, mais ces deux rayons n'étant pas porteurs de signaux cohérents, ils ne pourront pas donner lieu à interférence. On a obtenu les rayons de sortie, on a obtenu la surface de localisation des interférences. Maintenant, il faut s'intéresser à la différence de marche. Je vous rappelle qu'on avait vu dans le cas des interférences avec source ponctuelle à l'infini qu'effectivement, le fait que la lentille soit stigmatique fait que les schémas optiques de L jusqu'à M et de K jusqu'à M ici sont identiques. Les rayons se quittant en ce point et à partir de ces deux points ayant le même chemin optique, la différence de marge va se produire dans cette partie-là de l'espace. Alors on peut visualiser la différence de marche sur le schéma. On a vu qu'en optique, c'était toujours important de visualiser cette différence de marche. Ici, si je trace le segment orthogonal à ces deux rayons, et bien de ce point-là jusqu'au point M de l'écran, et de ce point-là jusqu'au point M de l'écran, je n'aurai pas de différence de marche nouvelle. Jusque-là, les deux rayons étaient confondus. Donc la différence de marche, en fait, va se faire dans cette partie-là du système. Donc on a ici, en jaune, la différence de marche, IJ plus JK', ça sera le retard que va prendre le signal bleu sur le signal rouge. À partir de I et de K', les deux signaux vont avoir le même temps de propagation pour aller jusqu'à M. Donc on peut facilement ici visualiser sur l'écran la différence de marche. Pour réaliser le calcul, en général on utilise plutôt ici ces points K et L. À ce moment-là on rajoute K'K et IL pour les deux trajets. La différence de marche va devenir cette fois-ci IJJK moins IL. Puisqu'effectivement JK moins IL c'est JK moins KK'. C'est donc bien le IJ plus JK' de départ. Bon, il est souvent plus facile effectivement de calculer ces différentes distances que la distance JK' pour le calcul de la différence de marche. Alors on remarque une chose, on remarque que cette différence de marche ici ne va dépendre finalement que de l'angle d'incidence. Une fois que I sera connu, on sera capable de calculer IJ, JK' ou JK en connaissant E, la différence de longueur des bras du Michelson, qui va ici représenter l'épaisseur de ce dispositif. Alors, on appelle souvent une lame à face parallèle, puisqu'effectivement on se retrouve avec un système qui a une certaine épaisseur E, et on pourrait le remplacer par une lame de verre, avec des réflexions sur les différentes faces de cette lame de verre. Si on fait un tracé avec plusieurs rayons, on s'aperçoit effectivement que les rayons qui vont posséder la même incidence, par exemple ces deux rayons-là, vont donner lieu dans le dispositif à la même différence de marche, et vont se retrouver ici sur un point qui peut éventuellement être confondu de l'écran. Si je prends des rayons en dehors de ce plan mais qui possèdent la même incidence, ils vont bien sûr se retrouver en un autre point de l'écran, mais si je me place à incidence fixée, je vais me retrouver ici, puisque je retrouve l'angle d'incidence par construction ici. Je vais me retrouver pour un même angle d'incidence ici, je vais me retrouver ici avec une même distance entre le point et le foyer image de la lentille. Donc si je fais tourner ici ce rayon avec un même angle d'incidence, je vais faire tourner ici le point sur un cercle de centre, le foyer image de la lentille. Étant donné que j'ai la même différence de marche pour un même angle d'incidence, tous les points qui sont situés sur ce cercle auront le même type d'interférence, le même ordre d'interférence, ils vont donc représenter une frange. Donc le fait que la différence de marche ne dépende que de l'angle va faire qu'on va obtenir sur l'écran des anneaux pour une même inclinaison. On appellera ça des anneaux d'égale inclinaison. Donc sans faire le calcul complet de la différence de marche, on peut montrer effectivement que les franges d'interférence seront circulaires sur l'écran d'observation. Alors, pour le calcul de la différence de marche, il va falloir utiliser un petit peu de trigonométrie. En fait, on va calculer les distances IJ, JK en faisant intervenir
l'épaisseur E et l'incidence I. Donc en utilisant ici ce triangle rectangle, on a ici le côté qui fait E, on va pouvoir calculer l'hypoténuse E sur cosinus I. Ensuite, pour calculer la distance IL, on va d'abord calculer IK. Cette fois-ci, on prend la base du triangle rectangle. On va obtenir que cette distance-là fait E tangente I et celle-là aussi. Donc on aura ici 2 E tangente I en utilisant toujours E et l'angle I ici, l'angle d'incidence. Et à partir de là, on va pouvoir calculer KL. Ce sera IK, IK sinus I. Donc ensuite, on fait tout simplement la somme. Ça va nous donner ici 2E facteur de 1 sur cosinus I moins sinus I fois tangente I, c'est-à-dire sinus carré I sur cosinus I. Après simplification, on obtient ici cosinus I, puisque ici les angles I sont compris entre 0 et pi sur 2. Donc on retrouve ici, bien que la différence de marche dépend seulement de I, on l'avait déjà montré précédemment. On a aussi un moyen de vérifier rapidement les résultats en prenant l'angle d'incidence I nul. On trouve une différence de marche qui vaut 2E. Effectivement, si l'angle d'incidence est nul, la différence de marche provient simplement d'un aller-retour ici entre les deux miroirs, c'est-à-dire on va parcourir E plus E, 2E. En général, cette différence de marche 2E, la différence de marche en incidence normale, est souvent suffisante pour résoudre un grand nombre de problèmes. Alors en résumé, pour le Michelson à configuration lame à face parallèle, eh bien on construit le miroir équivalent qui permet d'obtenir le schéma équivalent qu'on obtient ici. En sortie du dispositif, les interférences vont être dues à deux rayons parallèles, on va dire qu'elles sont localisées à l'infini. Puisqu'elles sont localisées à l'infini, eh bien, on utilise en fait une lentille pour les observer dans le plan focal image de la lentille. Ensuite, eh bien, en entrée, on va prendre une source étendue. On va éventuellement mettre ici une lentille qui n'est pas forcément une lentille stigmatique. Ça peut être un collimateur, une lentille très épaisse qui permet d'obtenir une grande quantité de lumière au niveau des miroirs. Mais en perdant le stigmatisme, on ne sait pas quelles sont les ondes en sortie de cette lentille. On a vu que ce n'était pas important avec cette configuration-là, ça ne posait aucun problème. Ensuite, la différence de marche, en particulier au centre des anneaux obtenus, eh bien, vaut 2E. La configuration à la face parallèle va donc permettre d'obtenir des figures d'interférence qui sont des anneaux, avec toutes les utilisations qu'on peut en faire, et surtout des anneaux qui sont lumineux, puisqu'on n'est pas obligé d'assurer, ici, des propriétés particulières pour les ondes d'entrée dans le Michelson. Alors maintenant, on va utiliser l'interférence de Michelson dans d'autres conditions.